Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Nous allons débattre ce soir d'un sujet, la télémédecine, qui est au cœur de l'actualité puisqu'il croise la réalité d'un système de santé dans lequel l'accès aux soins est devenu un problème pour de nombreux habitants de notre pays et l'innovation en santé qui s'accélère et dont nous devons nous emparer pour faire évoluer notre pratique professionnelle vers une meilleure prise en charge de tous nos patients. Pour débattre ce soir sur ce sujet, nous accueillons un acteur de la télémédecine, Jean-Baptiste Gamblin, qui est directeur général adjoint de la plateforme DocAvenue, avec laquelle les généralistes CSMF viennent de signer un partenariat pour proposer à leurs adhérents un outil complet de consultation et une solution de prise de rendez-vous en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Et Franck de Vulder, président des spécialistes CSMF, qui fait lui-même de la téléconsultation. Bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que nous avions invité un autre acteur en matière de télémédecine et surtout de téléconsultation qui n'a pas souhaité nous rejoindre au dernier moment, ce que nous regrettons. Nous nous interrogerons sur la place prise aujourd'hui par cette nouvelle pratique dans l'offre de soins qui est la téléconsultation, ce qu'elle change dans la pratique médicale et notamment dans la relation médecin-patient et comment se dessine son développement. Nous évoquerons également l'autre aspect de la télémédecine qui est la téléexpertise qui, elle, concerne les relations entre les médecins. Mais avant d'entrer dans cet échange, comme chaque mois dans Univers Médecin, nous allons faire le tour des dernières actualités du monde de la santé. Une actualité évidemment marquée par un fait majeur, l'arrivée d'un nouveau ministre de la Santé avenue de Ségur, Olivier Véran, qui succède à Agnès Buzyn, qui s'est engagée dans la bataille pour la mairie de Paris, après le retrait du candidat de la République En Marche, Benjamin Griveaux. La CSMF salue la nomination d'Olivier Véran, que nous connaissons bien, à la tête du ministère des Solidarités et de la Santé, et le fait qu'un médecin succède à ce poste à un autre médecin, ce qui devrait permettre au nouveau ministre de bien comprendre les problèmes médicaux. Toutefois, le parcours hospitalier et les positions d'Olivier Véran en tant que député et rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, notamment le forfait de réorientation vers la médecine de ville des urgences de l'hôpital, nous rendent prudents quant à la capacité du ministre à bien prendre en compte les spécificités et les difficultés actuelles de la médecine de ville. Quelques dossiers urgents seront les témoins de ces choix, comme l'arbitrage sur le service d'accès aux soins et le numéro d'appel, le financement des soins non programmés, la reconnaissance de la place de la médecine libérale et particulièrement de la médecine spécialisée dans le système de santé français, et bien sûr, le problème de la retraite avec la création d'un étage supplémentaire pour la réforme du régime universel de retraite pour les médecins libéraux, sans augmentation de cotisation. Sur ce point, la CSMF se réjouit que la CAMF, Caisse autonome de la retraite des médecins, ait rejoint sa position sur la mise en place d'un étage supplémentaire de retraite pour tous les médecins libéraux, étage qui pourrait être abondé par le différentiel de cotisation entre leur niveau actuel et le niveau à venir avec la retraite universelle seule. Cet étage supplémentaire permettrait de maintenir un niveau de pension équivalent à l'actuel pour compléter la retraite universelle lorsque la réforme sera appliquée. Pas d'augmentation ni de baisse de cotisation et maintien du même niveau de pension de retraite. Voilà notre principe. Maintenant, revenons au thème de cette émission, la télémédecine. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que recouvre ce terme de télémédecine ? Franck de Vulder ? La télémédecine regroupe plusieurs thèmes différents. Ce qui est le plus connu, c'est la téléconsultation. Mais on sait également que la télémédecine recouvre le terme de téléexpertise, de télésurveillance, de téléassistance et de télérégulation. Et on peut imaginer que ce dernier terme trouve un écho particulier dans la gestion à venir, appelée de tous, du soin non programmé. Alors, nous allons commencer par la téléconsultation. Est-ce que aujourd'hui il y a plusieurs
acteurs sur cette téléconsultation, quels sont les principaux, et moi en tant que médecin, quelles sont les possibilités que j'ai, de façon très pratico-pratique, pour faire de la téléconsultation. À qui dois-je m'adresser? Alors, Monsieur Gamblin, Doc Avenue. Donc, il y a plusieurs modèles de téléconsultation aujourd'hui en France. Il y a 2 modèles principaux. Le premier modèle, c'est les éditeurs de logiciels, les éditeurs de solutions qui apportent aux médecins libéraux et aux médecins salariés une solution pour qu'ils puissent pratiquer la téléconsultation en autonomie. Dans ce modèle-là, je reviendrai à 2 modèles. Et puis, il y a l'autre solution qui sont des solutions qui salarient des médecins pour pouvoir pratiquer la téléconsultation au même titre que d'autres médecins, mais dans une structure salariale. Sur la partie des médecins libéraux, aujourd'hui, on propose, donc Doc Avenue, on propose 2 modèles. Le modèle de la téléconsultation en autonomie, c'est-à-dire que le patient se connecte derrière son smartphone ou son ordinateur pour pouvoir effectuer avec son médecin cette téléconsultation, ou le modèle assisté, qui pour le coup est assisté d'une personne qui peut être une infirmière, une pharmacienne, on y reviendra plus tard. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on peut faire de la téléconsultation avec son smartphone? Oui, tout à fait. C'est même l'origine de la télémédecine, de la téléconsultation. C'est de pouvoir faire ça de chez soi avec son smartphone depuis une application qu'on télécharge sur n'importe quel store. Quelle est la sécurisation de l'échange dans ce cas-là? Parce qu'on a quand même un problème de confidentialité et de sécurisation de l'échange des données avec les contraintes que l'on connaît bien de la CNIL par rapport aux hébergeurs de données de santé. Alors tout à fait, c'est un élément qui est important et dans la nouvelle doctrine d'ailleurs du plan Ma Santé 2022 qui est mise en avant, la base de cette sécurité, c'est d'être sur un hébergeur agréé en données de santé, avec des connexions cryptées du patient vers le médecin, pour avoir une sécurité totale de ces échanges. Qui propose aujourd'hui de la téléconsultation ? Alors, il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui proposent de la téléconsultation. Il y en a différents, je vous dis, selon les 2 modèles. Je crois que j'en ai recensé à peu près une 50aine d'acteurs. Les plus gros, c'est qui ? Les plus gros, aujourd'hui, on a Doc Avenue, Doctolib, sur des modèles de solutions aux médecins. Et puis après, sur d'autres modèles, on a Care, qui propose aussi une solution... et puis on a d'autres entreprises comme Livy, l'entreprise suédoise, qui propose aussi de la téléconsultation. C'est qui le plus gros ? Le plus grand en termes de quoi ? Parce que en termes d'activité. Écoutez, moi je vais surtout parler de ce qu'on fait nous, parce qu'à la limite il y aurait sûrement d'autres personnes, mais nous aujourd'hui on fait à peu près 5 à 6 000 téléconsultations par mois pour à peu près un peu plus de 2500 médecins qui utilisent notre solution de téléconsultation. Alors moi j'ai les chiffres de l'assurance maladie. Vous êtes pas mal placé. Puisqu'au 30 septembre 2019, on comptabilise, donc ça fait 1 an de montée en charge progressive, plus de 65 000 téléconsultations remboursées, mais en octobre 2019, tout régime, 20 110 téléconsultations remboursées par l'assurance maladie. Donc si vous en faites 4 à 5 000, ça veut dire que vous en faites un quart. Le reste c'est quoi? C'est Doctolib? Non, je pense qu'il y a encore une fois une multitude d'acteurs là-dessus. D'accord, il ne nous le dira pas. Ok. Il y a beaucoup de médecins qui en font de la téléconsultation, Franck de Hulder? En nombre, je ne sais pas. Si je reprends l'enquête Odoxa qui est sortie en janvier sur la téléconsultation, en 2019, 13% des médecins avaient utilisé ces outils de téléconsultation. 13% 13% des médecins et 6% des patients y avaient eu recours. Mais il y a manifestement un mouvement, puisque dans ce même sondage, plus de 60% des médecins et 60% des soignants envisagent de l'intégrer à leur pratique. Donc manifestement, il y a un mouvement. Ça facilite l'accès aux soins? Ah oui. Pourquoi? Oui, ça nous est présenté comme l'alpha et l'oméga de l'accès aux soins, de la difficulté à trouver un médecin, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui dans le pays, tout le monde souffre de cette problématique-là. Vous pensez vraiment que la téléconsultation va faciliter les choses? Parce qu'il vous faut du temps quand même pour faire la téléconsultation.
Oui, moi je le pense vraiment. Alors pas pour tout le monde. On sait que la téléconsultation se fait dans le cadre d'un parcours coordonné. On sait que ça répond à un certain nombre de critères et qu'il faut pouvoir évidemment connaître le patient à qui on va proposer une téléconsultation, pouvoir l'avoir vu physiquement dans les 12 mois précédant cette fameuse téléconsultation. Ça ne remplace pas complètement évidemment la consultation physique, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'examen clinique, mais dans un certain nombre de cas, pour un renouvellement de traitement, pour l'analyse de résultats qui ont été demandés lors d'une consultation précédente, pour un certain nombre de formalités administratives ou envoi de documents administratifs, et en particulier pour des patients qui sont sur des territoires moins denses, ça facilite l'accès aux soins. Est-ce que finalement, Jean-Baptiste Gamblin, ça ne correspond pas plus aux malades des villes plutôt qu'aux malades des champs? Parce que un outil numérique, un ordinateur, etc., c'est quand même globalement plutôt des populations jeunes, CSP+, plutôt que des populations plus âgées dans les déserts médicaux, dans les zones rurales. Vous avez étudié cet aspect de réponse aux besoins, d'accès aux soins par rapport à ce que aujourd'hui vous faites? Alors, vous avez raison dans un certain sens, puisque la téléconsultation en autonomie est très portée dans les zones urbaines. Donc derrière son fameux smartphone ou son ordinateur. En revanche, la réponse initiale de la téléconsultation pour les déserts médicaux notamment, c'est de pouvoir le faire de manière assistée. De manière assistée, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est finalement dans l'espace de confidentialité d'une officine, que le patient puisse se rendre dans cette officine. Chez un pharmacien. Chez un pharmacien, tout à fait. Ou même, et ce qu'on développe aussi, c'est la téléconsultation à l'aide d'une infirmière. Alors je crois d'ailleurs qu'il y a un avenant récent tout à fait, ouais. qui valorise cette activité de l'infirmière lorsqu'elle accompagne une téléconsultation tout à fait. Depuis le domicile du patient, par exemple. Exactement, tout à fait. Dans cette optique, justement, de lutter contre les déserts médicaux de manière très concrète. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait imaginer que chaque CPTS, par exemple, en particulier dans les milieux les plus éloignés, soit équipé, soit organisé pour avoir une réponse en téléconsultation de proximité? Parce qu'il y a certains endroits où ça se fait, où les municipalités, les collectivités locales ont monté un local avec une cabine, entre guillemets, de téléconsultation équipée d'un minimum de matériel permettant de faire de la téléconsultation. Alors l'objectif, en effet, et on y travaille beaucoup, c'est d'équiper un maximum les CPTS qui sont en cours de construction dans une grande partie de la France, de ces solutions de téléconsultation pour favoriser la collaboration interprofessionnelle. Et c'est tout l'objectif de solutions comme celle qu'on propose, qui s'adresse finalement pas seulement aux médecins, mais à l'ensemble du corps médical. Au niveau des médecins, c'est plutôt pour les médecins généralistes ou pour les médecins spécialistes, Franck de Vulder? Je pense que c'est pour les deux. C'est une pratique coordonnée de l'exercice, donc entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Mais il faut être dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit votre médecin habituel, médecin traitant, ou votre spécialiste que vous avez déjà vu pour être pris en charge par la sécurité sociale. Tout à fait. Il faut être... À moins que ça soit une organisation territoriale établie par dérogation à cette règle. Ou quelques exceptions de non-disponibilité du médecin dans des conditions qui sont parfaitement écrites dans l'avenant numéro 6 qui a géré la téléconsultation. Ça veut dire que les offres d'une certaine catégorie d'assurance complémentaire ou autres, qui sont des offres de type commercial, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Oui. Vous parliez tout à l'heure des plateformes avec des médecins salariés. Je pense que ce n'est pas remboursé, ça, par la sécurité sociale. Alors, il y a des petits problèmes quand même. Tout à fait. À partir du moment où ça sort du cadre évoqué à l'instant, il y a un vrai sujet de remboursement par la sécurité sociale, en effet. Ouais. D'accord. Alors, généraliste, spécialiste, OK. Ça coûte combien ? Une solution de téléconsultation ? Oui. Écoutez, si je vais chez Doc Avenue, ça va me coûter combien par mois ? Alors, c'est 59 € TTC par mois pour un médecin. Votre concurrent est beaucoup plus cher. Oui, tout à fait. Comment ça se fait que c'est moins cher chez vous ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de proposer un peu plus que simplement de la téléconsultation. On va pouvoir proposer du logiciel de gestion de cabinet, tout un écosystème de services. Alors, pour faire de la téléconsultation chez vous, il faut que j'achète le logiciel ? Non, pas du tout. Justement, on a la possibilité de prendre soit l'agenda, soit la téléconsultation, soit les deux. On est assez ouvert justement sur l'adhésion des médecins. Et l'agenda, ça coûte combien ? Et l'agenda, aujourd'hui, c'est à 49 € TTC. D'accord. Donc vous êtes moins cher que le premier qui est votre concurrent. On ne va pas le citer parce que tout le monde a compris qui c'était. On est définitivement moins cher. En tout cas, on a un prix qui nous semble juste et éthique par rapport à ce qu'on veut proposer. D'accord.
Bon, si c'est moins cher, ça va être moins bien. Bon, on verra à l'usage. Moins cher, mais qui n'est pas couvert. Vous en faites, vous, de la téléconsultation, oui, docteur de Vulder? Moins cher, mais qui n'est pas couvert par le forfait structure. Absolument. Puisque le praticien, j'en fais, je vais recevoir... Alors, dites-moi, ça vous coûte de l'argent d'offrir à vos patients de la téléconsultation? Oui, ça me coûte de l'argent d'offrir de la téléconsultation. Pourquoi vous le faites? Parce que je pense que c'est un service rendu aux patients, réellement. Parce que... Vous y gagnez quoi dans cette histoire? Une amélioration de l'accès aux soins des patients et de notre visibilité. Je travaille dans une région, une structure, un cabinet où on a aussi la culture de la consultation sur site distinct. Là aussi, finalement, je perds de l'argent en termes bassement économiques. Vous êtes vertueux. La téléconsultation, c'est aussi à côté de la télémédecine, pardon, c'est aussi à côté de la téléconsultation, la téléexpertise qui concerne évidemment les spécialistes et pour lesquels il est prévu une rémunération du médecin depuis janvier 2019. Nous sommes allés rencontrer le docteur Estelle Borne, qui travaille pour une plateforme de téléexpertise dans la région de Lille. Un reportage d'Amanda Breuer-Rivera. Détecter les tumeurs cutanées malignes à distance, c'est le pari de l'URPS et de l'ARS des Hauts-de-France, qui depuis 2018 expérimentent la télédermatologie via le téléphone. En quelques mouvements de doigts, les médecins généralistes volontaires peuvent solliciter l'avis médical d'un confrère dermatologue, comme le docteur Estelle Borne. La télémédecine, entre guillemets sauvage, on en fait tous depuis qu'on a des smartphones et qu'on a des SMS et des MMS. Donc l'idée, c'est de le faire dans un cadre sécurisé et dans un cadre légal. En cas de suspicion de tumeur et avec le consentement du patient, le médecin généraliste peut remplir un formulaire administratif et clinique préétabli, où il précise la description clinique, la localisation de la lésion, les antécédents familiaux ou le type de coagulant utilisé. Également, on va retrouver les photos qui doivent être faites de près et de loin, qui permettent de se faire une idée sur la tumeur. Dans un deuxième temps, nous répondrons également par un formulaire spécifique d'expertise en donnant, si possible, un diagnostic ou en tout cas une conduite à tenir pour le médecin généraliste. Un moyen de traiter les cas les plus urgents, surtout dans les zones sous tension médicale. L'application a été développée initialement en 2015 en Picardie, en faisant le constat qu'il y avait de moins en moins de médecins dermatologues, mais de plus en plus de cancers de la peau. L'idée, c'était de permettre aux patients présentant des tumeurs cutanées, ou en tout cas une suspicion de tumeur cutanée, d'avoir un avis plus rapide. Ça permettait aussi aux dermatologues de les recevoir plus rapidement pour organiser la prise en charge. Comptez une réponse sous 48 heures en général, contre une moyenne de 2 mois d'attente pour un rendez-vous chez un dermatologue. Un gain de temps précieux qui améliore le pronostic des patients et réduit les coûts de traitement pour la sécurité sociale. Les professionnels de santé ne sont pas oubliés du dispositif expérimental. Il prévoit une rémunération à l'acte 2 fois plus importante que l'actuel cadre légal, où le médecin généraliste touche 5 € et l'expert entre 12 et 20. Alors la rémunération est à l'acte, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste qui fait une demande est rémunéré le tarif de sa consultation plus 14 €. Le dermatologue qui rend l'avis est rémunéré 46 €. Ce financement en fait, est géré par l'URPS qui va régler les différents intervenants au fil des demandes. Entre juin et novembre 2018, sur les 227 avis sollicités, 26 se sont révélés être des tumeurs malignes, soit plus de 10% des cas présentés en 6 mois. Depuis septembre dernier, l'application propose une nouvelle collaboration entre médecins sur les plaies chroniques. L'Institut national du cancer évalue actuellement la viabilité de ce dispositif médico-économique. Franck de Vulder, ça change la relation entre le médecin traitant et les autres médecins spécialistes, la téléexpertise? Oui, parce que ça raccourcit le délai pour avoir un avis d'expertise auprès d'un spécialiste. Enfin, le téléphone, ça marche très bien quand même. Oui, ça marche très bien, mais pas dans tous les cas. On le voit bien dans le reportage qu'on vient de voir sur la télédermatologie, mais on va le voir sur la prise de décision, la lecture. Il y a différents niveaux de téléexpertise, mais d'une spirométrie, d'une lecture d'une rétinopathie, de l'adaptation d'un traitement un peu plus complexe dans les téléexpertises de niveau 2, dans une maladie inflammatoire intestinale, dans un traitement antiépileptique. Donc, mais comment ça se fait que ça ne marche pas? Ça ne marche pas. C'est le tarif? En fait, c'est le tarif. On le voit bien dans le reportage. Ma consoeur lilloise et l'expérience Picarde, que je connais bien, puisque travaillant à Reims, je suis
très proche. L'expérience Picard marche, et marche très bien en télédermatologie, parce qu'elle est correctement rémunérée, et ma consoeur le dit. Oui, parce que là, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas compris. On a le médecin généraliste qui touche 14 € de plus Absolument. que sa consultation. Je rappelle qu'en téléexpertise, c'est 5 € pour le médecin généraliste, le médecin demandeur, le médecin requérant. Et d'après les chiffres qu'elle nous a donnés, elle, en tant que spécialiste, elle touche 46 €. Et en téléexpertise, tarif Nicolas Revel, qui le prennent pas mal, c'est 12 et 20 €. Là, elle touche 46. On voit bien que le modèle économique n'est pas le même. Tout à fait. Et là, il nous faut rassurer Nicolas Revel et la CNAM, si on veut que la téléexpertise, dans le modèle assurance maladie conventionnel de cet avenant numéro 6 d'école, il n'y a pas d'autre solution que se mettre autour d'une table et d'avoir des tarifs qui sont dignes. Comment peut-on imaginer qu'un médecin généraliste qui est le requérant... C'est quoi pour vous des tarifs ceux exprimés par... proches de ceux d'Hauts-de-France? Oui, oui. Je pense que Nicolas Revel, quand il a vu ces tarifs, il a dû tousser quand même. Oui, mais à nous... Alors, quelle est sa crainte? On peut imaginer que sa crainte puisse être... Que ça explose, bien sûr. Que ça explose, qu'il y a une espèce de compérage entre professionnels de santé, entre médecins, et que ça explose. À nous d'y mettre un cadre... Combien il y en a de téléexpertise actuellement remboursées? Je crois que c'est de l'ordre de 2000, 2000 Oui, et quelques. très peu. Très peu. Donc ça ne marche pas. On peut en faire de la téléexpertise avec Doc Avenue? Alors, on peut faire un échange entre médecins, comme ce qu'on peut faire entre patients. Non, mais attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'échange entre médecins, c'est quelque part l'indexation avec un patient pour que je sois rémunéré par la caisse. Oui, alors aujourd'hui sur Doc Avenue, on n'a pas cette possibilité de faire ce double. Et votre concurrent, il ce l'a? triple. Faudra lui demander, mais il ne me semble pas. C'est pour ça que vous êtes moins cher? Non, encore une fois, c'est parce qu'on est capable de proposer plus. D'accord. Ok, donc on ne peut pas faire de téléexpertise avec Doc Pas Avenue. encore. Ouais, je pense que c'est l'évolution. Il va falloir y penser quand même, parce que Exactement. c'est dans l'avenant fait. conventionnel. C'est l'évolution. C'est pas cher, tarif actuel, mais bon, ça peut bouger. Si vous ne l'avez pas, c'est un peu embêtant quand même. Vous avez raison, et c'est bien l'évolution. On fait tous les mois des clubs utilisateurs avec nos médecins qui téléconsultent. Vous avez une demande sur la téléexpertise? Et systématiquement, on a une demande sur la téléexpertise. Donc on va y aller. On essaie de consolider notre base de téléconsultation pour ensuite aller sur la téléexpertise avec nos médecins. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose, on va revenir un petit peu à la téléconsultation, parce qu'on voit bien que c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle des autres éléments de la télémédecine en conclusion. Sur la téléconsultation, vous avez dit que ça pouvait impliquer d'autres professionnels de santé. Vous avez une idée sur le nombre global de téléconsultations qui sont aujourd'hui faites? Quelle est la proportion de téléconsultations accompagnées par un autre professionnel de santé, que ce soit un infirmier ou une infirmière, ou un pharmacien ou une pharmacienne? Alors, vous rappeliez les chiffres tout à l'heure. On a vécu, en ce qui nous concerne, un véritable boom des téléconsultations depuis septembre 2019, notamment lié à la possibilité de faire ça accompagné dans une officine. On estime aujourd'hui, sur le nombre de téléconsultations qu'on fait, qu'on a à peu près 35 à 40% de ces téléconsultations qui sont effectuées dans une officine de manière accompagnée de l'officine. 30 à 40%. Oui, tout à fait. Et l'infirmière, elle fait quoi? Elle facilite le dialogue? L'infirmière, alors aujourd'hui, on est en phase de lancement sur l'offre infirmière, donc je n'ai pas assez de recul pour pouvoir vous donner. On utilise souvent des objets connectés en téléconsultation, c'est-à-dire des stéthoscopes connectés, des tensiomètres connectés, des choses comme ça, un peu comme dans les cabines de téléconsultation. Tout à fait. Systématiquement, quand la téléconsultation est faite par un accompagnant, notamment dans un espace médical qui peut être la pharmacie ou auprès de l'infirmière. Franck de Vulder, vos patients, quand vous faites une téléconsultation, comment ils réagissent par rapport... ça change le dialogue par rapport au problème du secret médical, du lien direct, etc. C'est quand même pas pareil qu'une consultation présentielle, une téléconsultation, parce que vous pouvez pas palper le patient, au sens propre et au sens figuré, vous pouvez pas le sentir, l'apprécier de la même façon. Alors oui, mais c'est des patients qu'on connaît. Alors après, je vous l'accorde, il faut les en convaincre. Moi, quand je téléconsulte avec des patients que je connais. Ils sont réticents. Oui, ils sont...
Alors, plus ou moins, mais réticent. Ils préfèrent venir vous voir au cabinet? Assez souvent, oui. Mais comme les délais de consultation en consultation physique sont plus éloignés, ils y trouvent un intérêt. Et puis, ça permet aux patients qui sont éloignés du cabinet médical, et on le voit dans l'enquête Odoxa... C'est pas une sous-consultation, quelque part? Moi, je ne pense pas que ce soit une sous-consultation. C'est une consultation différente. Une consultation différente. Quand je renouvelle un traitement, une biothérapie chez quelqu'un qui a une maladie inflammatoire intestinale parfaitement stable, lui permettre, comme le prévoit d'ailleurs le futur avenant conventionnel, en alternance de le voir une fois physiquement et une fois en téléconsultation, ça l'aide. Ça l'aide quand il habite loin. Mais ça n'aide pas seulement les gens qui habitent loin, les gens qui habitent tout proche, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont étudiants. Ça leur permet de téléconsulter au travers de leur smartphone, entre deux cours à la fac. Alors, je comprends, mais comment vous organisez, vous, dans votre planning? Vous avez des moments, vous avez c'est à la demande, vous avez des temps de téléconsultation. Concrètement, moi, en tant que médecin, comment je peux le programmer? Parce que si je dégage 1 heure ou 2 heures pour faire de la téléconsultation, je n'ai pas de demande, je fais quoi? Alors, de deux façons. J'ai dégagé des plages spécifiques pour la téléconsultation. Et 2, là où j'avais une multitude de coups de téléphone et de rappels quotidiens, je propose à chacun des patients qui appellent mon secrétariat de le voir en téléconsultation. Et là, je pense que la valeur ajoutée, elle est très nette par rapport à un simple coup de fil. Vous faites de la téléexpertise? Je ne fais pas de téléexpertise. Pourquoi? Parce que je pense que la plateforme que j'utilise aujourd'hui ne me le propose pas. Et puis très clairement... Vous êtes chez Doc Avenue, alors? Non, je suis chez pas encore. Je suis chez le concurrent absent aujourd'hui qui est Doctolib. Mais je pense surtout qu'il y a un problème tarifaire majeur. Aller faire ça vaut pas le coup? Ah non, faire de la téléexpertise, engager mes responsabilités pour 12 ou 20 euros... Non, mais je vous le confirme, moi je ne fais pas de téléexpertise à cause de ça. Je trouve que c'est vachement plus simple. Alors c'est pas bien ce qu'on fait, mais c'est plus simple de répondre par téléphone, voire par mail, plutôt que d'aller faire tout le processus, de s'inscrire, etc. Le tout pour toucher misérablement 5 ou 12 euros. Enfin bon, à un moment donné, voilà quoi. L'inconvénient est supérieur à l'avantage. Alors... dernière question, Franck de Vulder. Vous faites une téléconsultation en tant que médecin spécialiste, vous êtes gastro-entérologue. Votre correspondant médecin traitant, il n'est pas au courant de ce que vous faites là? Ah si, je suis dans le cadre d'un parcours coordonné. C'est-à-dire que mon médecin... Finalement, la téléconsultation, c'est une consultation normale, sauf qu'elle n'est pas présentielle. Et donc, dès la consultation finie, je dicte un courrier à mon correspondant, de la même façon que je dicte un courrier à mon correspondant pour chaque consultation présentielle. D'accord. Donc vous faites un courrier après. À l'inverse, est-ce que un de vos correspondants médecins traitant d'un patient peut vous envoyer, et comment fait-il, peut vous envoyer un malade en téléconsultation? Oui, de la même façon, puisque il prend un rendez-vous à ce moment-là. Il prend un rendez-vous sur la plateforme et il peut joindre à ce rendez-vous. C'est vrai chez vous, Doc Avenue, c'est vrai chez Octolib, c'est vrai chez CARE. Tous les documents attenant son courrier, mais toutes les pièces jointes d'éléments complémentaires qui me seraient utiles à la consultation présentielle ou téléconsultation. Jean-Baptiste Gamblin, si un patient n'a pas de médecin traitant, c'est une solution de passer par votre plateforme? Il peut trouver un médecin comme ça? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs dans l'avenant que ça a été conçu comme tel. Si un patient n'a pas de médecin traitant, il va pouvoir aller dans le soin non programmé qu'on propose et il va pouvoir finalement trouver un médecin dans sa territorialité qui sera disponible pour téléconsulter avec lui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une organisation territoriale? Tout à fait, exactement. D'où la logique des CPTS qu'on construit ensemble. Alors, une question pour vous aussi. Certains s'interrogent sur la confidentialité des données. Finalement, vous êtes au cœur de l'ensemble de ces données? Alors, c'est certain, et je pense que c'est une préoccupation. Je pense que c'est un élément très important. En ce qui nous concerne, nous sommes hébergés chez un hébergeur agréé en données de santé, avec 100% de ces bases situées en France. Et c'est un élément qui est assez différenciant sur le marché et qu'on veut mettre en avant puisque c'est la vérité et c'est surtout une nécessité par rapport à ces données sensibles. Après, au-delà de ça, ce sont des données administratives qui sont cryptées, anonymisées à 100% dans nos outils en tout cas. Donc on a la garantie que nos échanges ne peuvent pas être accessibles à un autre opérateur, on va mettre les pieds dans le plat, un assureur ou autre. En tout cas, c'est le modèle que nous, on propose, tout à fait.
Une vraie garantie. Votre plateforme correspond aux hébergeurs de données de santé et à ces critères de contrainte d'hébergeurs de données de santé? Tout à fait. Et en plus, au-delà de ça, qui est tout à fait conforme aussi à RGPD, qui est un élément important sur le marché aujourd'hui. D'accord. Est-ce que votre patient, qui passe par une plateforme de téléconsultation, il peut accéder facilement aux éléments de son dossier? Est-ce que ça change quelque chose par rapport au dossier? Alors, quand vous dites dossier, c'est le dossier médical, le DMP. Le DMP, oui, le dossier du patient. Alors, moi, je suis patient, je fais une téléconsultation. Est-ce que je peux avoir les éléments de cette téléconsultation? Sur le DMP. Oui. Alors, tout à fait. Le médecin peut tout à fait déverser son compte-rendu directement dans le DMP pour que le patient ait accès à ça. Et c'est d'ailleurs toute la logique de l'espace numérique en santé. Quand vous faites une téléconsultation, Franck de Vulder, vous envoyez un courrier au médecin traitant, c'est ce que vous nous avez dit. Ce courrier, il va dans le DMP ou il garde le circuit habituel pour être du franc, courrier de votre consultation présentielle au cabinet? Pour être franc, il garde le circuit habituel. Et pourquoi il garde le circuit habituel? Parce que c'est bassement technique, hein, c'est que mettre ce fameux courrier ou ces éléments dans le DMP n'est pas chose si simple au quotidien avec les logiciels métiers qui sont mis à notre disposition. Alors justement, par rapport à ces éléments de DMP, d'hébergeurs de données de santé, etc., est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des GAFA viennent sur ce marché de la téléconsultation? Est-ce que ce n'est pas un danger majeur, Jean-Baptiste Gamblin? C'est un réel danger. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de choisir ces hébergeurs de données pour être certain que. Pourquoi je ne fais pas de la téléconsultation avec mon smartphone que tout le monde a, avec un patient? Pourquoi je ne le fais pas en direct? Simplement. Qu'est-ce qu'on va se casser la tête à passer par une plateforme qui est chez un hébergeur de données de santé, etc. On ne peut pas faire simple dans cette histoire? Alors, il y a un certain nombre de médecins, on en parlait avec le docteur de Vulder juste avant, justement, qui passent par ces plateformes connues aujourd'hui comme WhatsApp et autres. Vous déconseillez de le faire? Aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire dans un cadre sécurisé, crypté et hébergé en données de santé. Ça veut dire que si je le fais sur WhatsApp, c'est pas sécurisé? Alors, je pense que WhatsApp a ses propres sécurisations, mais en tout cas, ça ne correspond pas à ce que nous, on pousse sur l'hébergement de données de santé aujourd'hui. Très clairement, WhatsApp n'est pas un hébergeur de données de santé. Non, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire que si je le fais sur WhatsApp, je ne suis pas dans les conditions habituelles de respect du secret médical. Chacun aujourd'hui est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, Franck de Vulder. Vous faites de la téléconsultation depuis chez vous, au bord de la piscine? Non, je fais de la téléconsultation. Pourquoi? Depuis mon Qu'est-ce qui cabinet. vous empêcherait de le faire? Il me faut mon logiciel métier. Je peux le faire à distance. Je ne peux pas le faire avec mon smartphone. Il me faut mon logiciel métier et mon logiciel de téléconsultation. Ouais. Donc, en pratique... Oui, donc vous rentrez du ski à 18h, vous pouvez faire de la téléconsultation depuis votre station de ski. Je peux faire de la En étant un peu organisé. Si je suis organisé et que j'ai accès à mon dossier médical sur un patient que je connais à distance et à la plateforme de téléconsultation à distance, pourquoi pas? Maintenant, ça doit se faire... Prenez les précautions autour de vous pour être dans un endroit calme. Ah oui, moi, en pratique, au quotidien, je fais de la téléconsultation depuis mon bureau de consultation. D'accord. Dans Votre un endroit entourage calme. familial vivrait mal? Je pense que mon entourage familial vivrait mal, mais je pense que surtout le patient qui est au bout du fil le vivrait mal. Bien sûr. Mais lui est dans la même situation aussi. Après, chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, mais c'est sa liberté. Moi, je ne peux pas lui imposer. Alors, il y a des éléments dont on n'a pas du tout parlé dans le cadre de la télémédecine. On a parlé de téléconsultation, de téléexpertise, télésurveillance. Ça existe déjà, puisqu'on fait de la télésurveillance, en particulier en cardiologie, chez les patients qui sont à domicile. Je pense aux porteurs de défibrillateurs, etc. On en est où de cette télésurveillance, Franck de Vulder? Moi, les expériences que je connais sont essentiellement celles de la cardiologie. J'ai découvert il y a quelques années d'ailleurs celle menée par monsieur qui pèse aujourd'hui sur le numérique et Dominique Pont dans la clinique dont il est sur la direction à Pasteur Toulouse sur une télésurveillance chez les patients cardiaques, chez eux, avec des outils connectés. Oui, il y a une... En tout cas, ils avaient un modèle de rémunération. C'est par le biais de probablement oui, le fonds de fonds d'initiative régionale, voilà. le FIR. Oui. D'accord. Et
ce modèle de télésurveillance, pour l'instant, n'est pas développé France entière en matière de rémunération. Non. Pourquoi? C'est dommage, non? Oui, je pense que... Alors après, on voit que dans le futur avenant qui touche à la téléconsultation, à la télémédecine en général, il y a la possibilité de proposer des expérimentations, et je pense que c'est une des expérimentations, avec peut-être la télérégulation, avec un assouplissement de certaines règles qu'il faudra proposer. La téléassistance, qui est une autre modalité de télémédecine, ça vous intéresse à Doc Avenue? À un moment donné, il va falloir s'intéresser aux patients quand même, je veux dire. Oui, c'est un peu... Tout le monde a le accès patient au centrique. numérique en santé. Est-ce que ça ne va pas révolutionner le maintien à domicile, les patients âgés qui sont dépendants? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ces nouvelles modalités de prise en charge du soin, en particulier à domicile? Oui, alors ça fait partie des télémédecines, hein, puisque c'est tout le débat du moment. Je pense qu'il faut qu'il y ait des expertises. Et particulièrement sur ces pratiques-là. Aujourd'hui, pour répondre, nous, on fait de la téléconsultation, on va s'orienter sur la téléexpertise. La suite, je pense qu'on laissera aussi d'autres acteurs prendre à leur charge cette expertise pour la faire au mieux, et on travaillera avec eux dans ce sens. D'accord. Vous faites de l'agenda aussi ou Oui, pas? tout à fait. On fait de l'agenda et de la prise de rendez-vous en ligne. Très bien. Ces échanges nous apportent un regard très précis sur la place que tient déjà aujourd'hui la télémédecine dans l'offre de soins et l'organisation du parcours de soins, et montrent la place de plus en plus importante qu'elle devrait prendre à l'avenir. La CSMF, qui doit être un acteur de l'innovation en santé, se félicite d'un partenariat avec Doc Avenue, il y en aura d'autres avec d'autres acteurs, qui permet d'avoir justement un accès à ces nouvelles pratiques pour une prise en charge encore meilleure des patients. Merci Jean-Baptiste Gamblin, merci Franck De Vulder, et rendez-vous fin mars pour une nouvelle émission Univers Médecin. Bonsoir.